J'ai compris que le thème de cette keynote, c'était le rêve. Donc moi, ça va être le rêve un peu différent, le rêve éveillé, et à travers l'usine à rêve qui est la télévision. Et nous essayons de voir, de vous décrire un peu le chemin parcouru depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Alors, merci Thierry d'abord pour cette invitation inhabituelle, parce que je suis plutôt habitué à écrire depuis 2025. Je fais un petit effort et je me projette à partir de 2036. Inutile de te dire que j'ai eu le temps de me préparer, puisque l'invitation a été lancée à peu près en avril-mars 2016. On est en 2036. J'ai bien bossé. Alors, tu m'as demandé de faire un point sur l'audiovisuel, et ça tombe bien, parce que il y a aussi un autre fil rouge chez Star Wars. Voilà. Et ce mois-ci, j'ai assisté à la projection de l'épisode 15. Florent s'est un peu trompé tout à l'heure, il a parlé de l'épisode 21. On est vraiment, c'est l'épisode 15 que j'ai pu voir de la saga Star Wars. Et j'ai débarqué sur la planète Naboo avec les petits-enfants des héros, bien sûr, et grâce à un cinéma dont on a parlé déjà, devenu holographique. Bon, ça veut dire simplement qu'on est autour de... Pas encore. Tout va bien. On est autour on est assis autour d'un écran central avec des personnages et des acteurs qui s'adressent à nous. Et on peut choisir d'ailleurs des alternatives au scénario en fonction soit des réponses que l'on donne, soit des sentiments collectifs qui émanent du public. Ça permet d'une expérience de façon... On peut parler de fusion entre jeux vidéo et cinéma, effectivement. Et avec ces dispositifs, Disney, paraît-il, s'attend à ce que les fans reviennent voir plus de 10 fois en moyenne le même film. Et ce qui ne sera d'ailleurs jamais le même. Alors, tout ça pour dire que les technos aujourd'hui sont de plus en plus, sont devenus immersives, clairement. Et ce que j'ai décrit pour le cinéma, évidemment, pousse énormément ce qu'il se passe à domicile. Voilà. Le cinéma devant toujours avoir un coup d'avance pour pouvoir nous convaincre de venir dans des salles pour une expérience collective. À domicile, évidemment, on a c'est devenu courant des wall screen, des écrans géants, HDR, 16K. En 2016, je vous rappelle qu'on abordait à peine la 4K. Le son en ultra haute définition, fondamental pour une immersion réussie. Et puis la 3D, mais qui est un ingrédient parmi d'autres, la 3D bien sûr sans lunettes. Et bien sûr, la réalité virtuelle qui nous permet cette expérience inédite. Mais tout n'est pas qu'affaire de technologie de l'image, parce qu'une grande partie de la puissance des programmes repose aussi sur notre interconnexion en tant que spectateur, alors via nos réseaux sociaux, bien entendu, et les recommandations des uns et des autres qui nous permettent de partager l'expérience, mais aussi, ce qui est encore plus bluffant, ce sont les informations qui viennent au-delà de l'image, par les capteurs qui sont directement, qui équipent les acteurs, les sportifs ou les reporters, ce qui nous permet de les accompagner visuellement, on est avec eux, mais aussi par ce qu'ils ressentent, par tout un tas d'informations complémentaires qui nous arrivent. On peut dire qu'on est carrément embedded, embarqué dans le film, dans le reportage ou dans le match que l'on suit. Alors bien sûr, une partie de ces technologies se retrouve sur tous nos écrans. Cinéma, à domicile, dans nos voitures devenues autonomes, bien entendu, sur nos mobiles, sans parler de la perspective proche, parce qu'on y arrive, ça y est, d'avoir ces fameuses lentilles de contact connectées qui renvoient les Google Glass dans une belle antiquité. Alors, un autre point qui est très important, c'est le retour à la simplicité. Pendant que les images progressent, comme je viens d'essayer de vous le décrire, les interfaces tiennent enfin leur promesse d'un retour à la simplicité. Une simplicité d'usage qui avait disparu pendant près de 40 ans, je vous le rappelle. Je m'explique. En effet, au début, la télé, c'était simple. 3 boutons, quelques chaînes, diffusées sur 2 réseaux, câbles, hertziens. Mais aujourd'hui, tout est redevenu simple. On oublie évidemment tous ces soucis de connexion à domicile ou à des réseaux extérieurs. Aujourd'hui, c'est sans couture, on n'y pense même plus. Oubliez bien sûr la télécommande.
on ne sait même plus ce que c'est. Oublier aussi les grilles de programmes devenues obèses, tant on a accès à une infinité, bien entendu, de films, de vidéos, etc. etc. Toutes ces interfaces, aujourd'hui, sont remplacées par la puissance du search et de la recommandation. Évidemment, j'ai accès aux programmes dont j'ai envie avant même d'y avoir pensé, la plupart du temps. Et quand je cherche quelque chose un peu à la volée, je le trouve en moins d'une seconde, par la force du search, des recommandations, de la puissance du big data et de l'intelligence artificielle. Mais on en a parlé déjà toute l'après-midi, donc c'est une évidence. Mais aussi par l'interaction, évidemment, de la voix et du mouvement. On en a parlé aussi, c'est devenu quelque chose d'absolument banal. On a parlé du clin d'œil qui permet de commander, mais évidemment, on n'a plus besoin d'interaction par des objets pour commander nos programmes et accéder à ce que l'on souhaite. Il y a une perspective proche, parce que ça fait longtemps que c'est dans les labos, mais ça sort. Évidemment, la prochaine interaction, elle sera par le cerveau. Ça, c'est une perspective proche. Évidemment, le casque que vous voyez ici, c'est une vieillerie aussi. Tout sera complètement invisible et on pourra communiquer avec nos objets. Alors, je ne sais pas si c'est une perspective absolument réjouissante, mais enfin, bon, ça sera mieux que peut-être qu'une télécommande un peu complexe. On aura une action immédiate. Alors, tout cela, c'est aussi je vais faire une petite parenthèse. Certains avaient parlé de la fin de la télévision parce que le vieux modèle de la télévision n'était plus du tout adapté à cette façon nouvelle de consommer la télé et puis à l'ensemble des programmes que l'on a aujourd'hui. Mais en fait, on est entré dans un appétit pour la vidéo absolument immense. Enfin, on n'a jamais autant consommé de vidéos. L'Internet est devenu de la vidéo. La vidéo est notre mode d'accès principal au contenu, que ce soit la culture, les apprentissages, etc. Ça a aussi été évoqué dans l'après-midi. Alors je fais une petite hypothèse, de savoir que la culture orale des origines, au XVe siècle, je prie ce repère, on pourrait en avoir d'autres, nous avait fait un petit détour, mais en fait, finalement, qui n'aura duré qu'à peine 600 ans, par la culture écrite. Parce qu'aujourd'hui, parce qu'on passe par la vidéo, parce qu'on passe par l'image, on redécouvre une culture orale qui devient numérique, par définition, mais qui aura fait cette petite parenthèse de la culture écrite, quelque chose que, en tant qu'amateur de livres et de leur odeur aussi, je peux me désoler, mais c'est ainsi. On redécouvre une culture orale qui, par bien des aspects, est assez intéressante, même si on n'a plus besoin de passer par les cathédrales de mémoire que nos ancêtres ont pu connaître, puisque la mémoire est devenue, elle aussi, numérique. Alors, pour avoir accès à ces contenus, puisque la vidéo pousse tout, malgré tout, les autres médias n'ont pas disparu, mais le mode d'accès à ces médias, et notamment à la vidéo, a complètement changé. Même si les ferments étaient déjà dans notre vie quotidienne il y a 15 ou 20 ans. On est aujourd'hui, l'accès universel à tous les contenus est devenu le standard absolu. Vous voyez ici, avec un seul abonnement, ou avec de la pub, c'est un peu les acronymes un peu barbares qui sont en bas, la SVOD qui est devenue de la SXOD, ou pour l'abonnement, la subscription, l'abonnement à la VOD ou à tous nos contenus, ou par AXOD, parce que c'est par de la pub aussi qui intervient pour financer l'accès gratuit à tous ces contenus. Mais un mix des deux nous permet d'avoir accès à tout ce que vous voyez ici. Je ne rentre pas dans le détail. Alors évidemment, c'est le modèle de Netflix, on peut dire, étendu à tous, qui est parvenu à ses fins, ou le modèle d'Amazon Prime qui a mené à son terme, puisque tous ces grands magasins numériques, ces malls gigantesques, nous rendent possible cette promesse d'accès universel au contenu. Alors, en conclusion, je finirai sur les enjeux industriels, malgré tout, pour dire que cette guerre de l'audience a bien eu lieu. On sait bien, et ça a été bien décrit par tous les économistes qui ont travaillé sur l'économie de l'attention en leur temps, que l'audience était la clé des médias et de l'Internet. Ça, c'est bien connu,
C'est une évidence. Évidemment, l'audience pousse la publicité. La publicité est le vecteur du financement d'une grande partie de ces médias. Mais pour que cela fonctionne et pour que la boucle soit opérationnelle, il faut qu'il y ait des programmes, il faut qu'il y ait un contenu attractif, intéressant, qui permette de nourrir la machine. Que ce soit du live, du sport, des films, des séries. Ces séries qui sont ce nouveau marqueur culturel de notre siècle, comme l'opéra, le théâtre, la littérature, a pu l'être en leur temps. Alors, autour de ces trois enjeux, pour capturer ce magot qui est la publicité, capturer l'audience et pouvoir financer des programmes attractifs qui sont devenus de plus en plus chers à produire, des acteurs se sont positionnés, évidemment, les fameux entertainment opérateurs qui sont les successeurs des Netflix qu'on a connus ou des Amazon, qui ont développé des écosystèmes autour de leur Internet natif. Les chaînes n'ont pas disparu pour autant. Elles ont dû se regrouper pour être plus fortes, pour investir, pour maîtriser à la fois la technologie qui permet de diffuser sur tous les écrans et en même temps produire des programmes face à des géants qui mettent toujours la barre plus haut sur l'exceptionnel et l'étonnant. Et puis des industriels se sont aussi, là aussi regroupés, il a fallu aussi un peu de concentration, mais une intégration verticale entre j'ai des réseaux et j'ai des contenus a son sens pour quelques-uns. Et cet écosystème, un peu simplifié en nombre, mais qui reste quand même relativement ouvert, continue à exister. Et puis ce qui est vraiment nouveau, et je terminerai là-dessus, c'est le fait que les individus eux-mêmes se sont saisis de la production de programmes. D'un côté, on a ce qui est exceptionnel, ce qui est cher à produire, ce qui est très lourd, qui est investi dans les technologies, et puis de l'autre côté, on peut faire de chez soi des programmes de télévision qui sont très attractifs. Et aujourd'hui, c'est un couple de jeunes Français qui tous les week-ends, a la plus belle audience mondiale d'un programme culinaire qui fait le buzz et dont on parle de manière répétée. Donc j'aurais tendance à dire, maintenant, à vous de jouer.